Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Chaque année, un bébé sur 10 dans le monde naît avant terme. Et malheureusement, la prématurité reste la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Mais les chances de survie varient énormément selon l'endroit où l'on est. Plus le niveau de revenu du pays est faible, plus les chances de survie du nourrisson le sont aussi. Pourtant, même à Dakar, les belles histoires existent. Et celle d'Amanda en est la preuve. Amanda a 34 ans. Elle est ambitieuse, pleine d'énergie, et dans sa famille, c'est la reine des surprises. Et vous verrez que la vie lui en a aussi réservé plusieurs, dont certaines qui arrivent bien avant l'heure. D'origine libano-marocaine, elle a grandi à Dakar avant d'aller étudier en France, puis de rentrer au pays. Passionnée de marketing, elle en a fait son métier, en créant avec son mari une entreprise dans l'événementiel corporate. À 30 ans, il décide qu'il est temps d'avoir des enfants. Mais un deuil vient chambouler ce projet de maternité. Pourtant, si la vie prend, elle sait aussi donner. Et finalement, leur première fille va arriver à une date très symbolique, comme pour leur redonner un élan de vie. Quelques mois après, Amanda tombe à nouveau enceinte. Et fidèle à elle-même, quand elle découvre qu'elle attend des jumeaux, elle décide de ne rien dire à personne et de faire la surprise à son mari le jour de l'accouchement. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Comme près de la moitié des parents de jumeaux, Amanda a accouché prématurément, à une autre date très symbolique, le jour de Noël. Dans cet épisode, Amanda revient sur son parcours. L'attente, le chamboulement de la maternité, sa grossesse gémellaire à risque et l'épreuve de la néonate qu'elle a traversée armée d'un tire-lait et d'une volonté de faire. Et elle nous partagera son secret pour tenir bon quand on est entrepreneur et qu'on devient maman de 3 enfants en moins d'1 an et demi. Vous êtes prêts? Alors Nanu Tambali. Bonjour Amanda. Bonjour Alix. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci d'être venue. Je suis ravie, j'avais hâte. Alors ma première question pour toi, c'est est-ce que ça te plaît d'être maman? Oui, ça me plaît d'être mère. Je t'avoue que on pense qu'au côté positif, mais on nous parle très rarement des côtés, on va dire, je dirais pas négatifs, c'est assez fort comme mot, mais c'est tout un lot de choses assez conséquentes à gérer. Surtout que voilà, là aujourd'hui j'ai 3 enfants en bas âge, donc c'est compliqué et ça demande une organisation rigoureuse. Donc heureusement j'ai ce tempérament dans mon travail, voilà, il faut être très méticuleux, etc. Donc je me sers un peu de ce côté de ma personnalité pour pouvoir tout gérer à la maison et toujours rester de bonne humeur. Parce que si maman est heureuse, je pense que tout le monde à la maison le sera aussi. Le contraire est vrai également. C'est clair que ça influence beaucoup nos humeurs, nos émotions, effectivement aussi sur les émotions et le comportement des enfants. Mais c'est pourtant pas toujours évident, surtout avec 3 enfants en bas âge, dont des jumeaux, de rester patiente et calme. Et c'est un challenge quotidien, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et toi, dans quel genre de famille tu as grandi? Tu as aussi des frères et sœurs? Oui, alors je suis issue d'une famille recomposée. Donc on est une grande famille. Mon père avait déjà 3 enfants d'un premier mariage, ma mère également 2 enfants. Ensuite, ils se sont rencontrés et ils ont eu ma sœur et moi.
Voilà, donc on est 2, mais en réalité, on est 7. Et moi, je suis la dernière de cette grande fratrie. Je dirais que c'est la meilleure position parce que j'ai beaucoup, énormément été choyée. Donc un peu pourri gâté, c'est vrai. Et du coup, lorsque je suis allée en France étudier, là, ça me vient, j'ai vraiment galéré parce qu'il il fallait faire le ménage, il fallait cuisiner, il fallait faire les choses naturelles de la vie. Et j'ai tout découvert comme ça, bam, je me suis pris une bonne claque. Mais voilà, j'ai réussi à m'en sortir. C'est pour ça que ta première question de est-ce que ça te plaît d'être mère, ça rejoint un peu toute cette expérience de ma vie en fait, où il faut être responsable. Et là, je me dis, waouh, j'ai trois enfants que je dois gérer en fait. Donc, il faut être organisé, il faut les aimer, ils n'ont rien demandé. Donc, c'est moi qui les ai amenés, qui les ai voulus. Donc, il faut que je m'en occupe à la perfection. C'est clair. Et c'est intéressant l'expérience que tu racontes parce que on a souvent des retours comme ça, des gens qui ont grandi ici ou à Abidjan ou ailleurs et qui vont faire leurs études en France et puis on leur demande un peu mais ça va la vie en Afrique, c'était pas trop dur? Et tu as envie de dire bah non en fait c'était bien plus facile. C'est ça. Parce qu'effectivement les gens en général qui vont faire leurs études à l'étranger, ils ont grandi dans des conditions où voilà, il y avait de l'aide à la maison, ils étaient effectivement avec une cuisinière, potentiellement un chauffeur, enfin beaucoup de gens autour d'eux et puis dans des familles, des grandes familles, etc. Et l'expérience solitaire et plus d'être autonome quand tu quittes ce cocon-là peut être assez surprenante. Exactement. Exactement. Surtout que j'ai quitté ce cocon à 16 ans, donc ce qui était quand Ouais. même très jeune. Et j'ai fini mes études du coup à 21 ans, oui. Du coup, depuis 21 ans, je travaille. Donc oui, j'ai été autonome, indépendante en tout cas très rapidement, par la force des choses. On a assez profité. Et voilà, non mais tout se passe bien. Et puis le retour au pays également. Donc moi, c'était quelque chose de naturel chez moi, c'est ce que je voulais. Et étudier en France et rentrer. Et apporter ce que je pouvais apporter à mon pays, tout simplement. Voilà. Et quand est-ce que tu as rencontré ton mari? À 16 ans. Donc je passais le bac. Et oui, ça fait plus de 17 ans qu'on est ensemble. Donc c'est mon premier amour. Voilà. Oh, C'est trop mignon. voilà, l'arbre qui a caché la forêt. Et du coup, on est allé étudier ensemble en France et on est revenus en fait, tous les deux. On a travaillé. Et ensuite, on a monté notre agence de communication ensemble, donc Graphica. Mhm. Et voilà, et tout se passe bien. Tout se Ok. passe bien. On est l'un sur l'autre toute la journée, c'est vrai. Ouais. Bon, là, un peu moins à cause des bébés, donc il respire un peu. Tout va bien pour lui, mais mon retour est imminent. Ok, donc vous êtes rencontrés jeunes, vous avez étudié ensemble, grandi ensemble, vous travaillez ensemble. Et à quel moment, donc du coup vous vous êtes rencontrés à 16 ans, là tu as 34 ans, tes enfants sont encore petits, donc quel a été un peu votre processus de réflexion sur quand fonder une famille? Est-ce que vous en avez parlé assez tôt? Est-ce que vous avez attendu? Est-ce que c'était l'entreprise d'abord? Oui. Comment le cheminement s'est fait pour vous? Alors, c'était exactement ça. C'était l'entreprise d'abord. Ce qui était très important chez nous, enfin, dans mon couple avec mon mari, c'était donc notre carrière avant tout. Donc, l'entreprise, on travaillait donc énormément. Et j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment décidée à ne pas avoir d'enfant avant 30 ans. Donc, c'était vraiment l'âge où je devais travailler un maximum. Et voilà, à 30 ans, fonder une famille. Bon, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que mon père est décédé du Covid, ce qui a été un énorme choc pour moi et tous mes frères et sœurs, toute ma famille. Et donc ça a un peu retardé ce plan que j'avais programmé, calculé, ce qu'il ne faut absolument pas faire parce que voilà, quand le mental, le mental ne suit pas, ça complique un peu les choses pour la suite. Mais voilà, là, Dieu merci, tout va bien, on accepte. Le destin, c'est la vie et on avance surtout. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis de dire effectivement, le mental joue beaucoup, la façon dont on se sent. Parfois, c'est aussi, ça peut même potentiellement parfois créer des blocages où en fait tous les analyses montrent que ça va bien et puis en fait ça marche pas. Et ça peut aussi effectivement beaucoup jouer l'émotionnel. C'est Donc exactement ça. je comprends que même si c'était effectivement le plan, ben, quand il y a quelque chose qui vient faire dérailler la machine, finalement on est peut-être un peu obligé de revoir aussi son timing et d'attendre de se sentir bien, parce qu'un décès, un deuil, surtout inattendu, Mm. dans un contexte en plus de pandémie où on a oublié, mais c'était extrêmement anxiogène. On se demandait tout le temps qu'est-ce qui allait se passer après.
Donc oui, j'imagine que c'est pas le contexte le plus favorable pour se dire ok, c'est maintenant qu'on a envie de fonder une famille, même si c'était le plan, quoi. C'est ça, exactement, c'était le plan. Mais voilà, moi ce que je retiens de ces 2 grossesses, c'est qu'il ne faut pas calculer. C'est Dieu qui décide ou c'est la nature, c'est l'air, le vent qui décide. Mais voilà, il ne faut pas calculer, il faut laisser les choses venir naturellement et en général tout se passe bien. Il faut être confiant et positif. Quand on est positif, on attire le positif, je pense. Je pense aussi. Mm. Et donc, à quel moment finalement ça s'est concrétisé pour vous, ce projet bébé, du coup, cette première grossesse? Un an plus tard. Un an plus tard, oui, je suis tombée enceinte donc, de ma petite Rachou. Et voilà, donc c'était ma première, donc je pense que ça va parler à toutes les mamans, c'est juste magique. Bon, peut-être pas dès qu'elle naît, dès qu'on vous l'apporte, etc. Bon, ça c'est un peu un mythe, je pense que tu en avais parlé dans un de tes podcasts. J'avais l'impression de rencontrer une personne en fait qu'on m'a apportée, parce que j'ai fait 4 jours quand même à la clinique. Et j'apprenais à la connaître petit à petit, et j'étais là, mais tu es qui? Je t'ai pas aimée directement. C'est venu petit à petit. J'avais jamais changé de couche de toute ma vie. Je portais pas d'enfant tant qu'il ne marchait pas. Donc moi, j'ai vraiment pas. C'est ce que j'ai tendance à dire aux gens qui me connaissent aujourd'hui, ils le savent. J'ai pas la fibre maternelle, mais absolument pas. J'aime bien jouer avec les enfants, rigoler et tout, mais je suis pas très maman poule au début. Alors que là, avec les jumeaux, je suis une nouvelle Amanda, une nouvelle Une maman. nouvelle version de toi-même. C'est ça. Et par rapport à ta première, du coup, est-ce que pendant la grossesse, est-ce que tu l'as bien vécu la grossesse? Est-ce que tu as eu l'impression quand même de créer du lien avec elle? Ou c'était plus, ou est-ce que c'était plus, je travaille jusqu'au bout? Parce que quand on est entrepreneur aussi, il y a ce sujet-là qui se pose quand même. Mm. Je travaille jusqu'au bout et puis ma grossesse, on verra, voilà, quand le bébé sera là. Ou comment tu l'as vécu? Alors, j'ai travaillé jusqu'au bout parce que je pense que je suis un peu hyperactive. Je n'aime pas rester à la maison. Donc, j'ai travaillé jusqu'au bout. Même pour aller accoucher, j'ai conduit. Il pleuvait ce jour-là avec ma mère. Mais tout s'est parfaitement bien passé. Et d'ailleurs, c'était le 20 juillet 2023. C'est le 20 juillet 2020 que mon père est décédé. Oh, Voilà. Et du coup, ça m'a donné la force ah ouais. voilà, cette date aujourd'hui, c'est une date joyeuse, c'est une date où je fais la fête, où je souris. Et mon père était quelqu'un de solaire, enfin, c'était un bon vivant. Et du coup, je pense qu'il en avait marre, à mon avis, qu'on pleure chaque année ce jour-là en Et t'as pensant à envoyé lui. ta fille le 20 juillet. Et voilà, mon plus beau cadeau, ma petite Rachou. Et voilà, donc pour répondre à ta question, oui, j'ai bossé franchement jusqu'au bout. C'est vrai que vers les dernières semaines, j'étais un peu fatiguée, c'est normal. Oui, il y a des côtés difficiles. Le ventre est lourd. Moi, en plus, c'était pendant l'été, il faisait très chaud. Mais au final, on porte la vie et c'est magique, en fait. Et les hommes ne comprendront jamais Jamais, les ce pauvres. sentiment. Moi, j'ai de la peine pour eux. Ouais, franchement, avec du recul. Même mes filles, elles me disent, mais ma fille aînée, elle me disait, mais maman, nous, on est des super-héroïnes. Nous, on peut faire des bébés. Complètement. Bah ouais, c'est un super pouvoir quand même. Et l'accouchement, comment tu l'as vécu, ce premier accouchement? Est-ce que tu appréhendais ou est-ce que t'avais hâte? Est-ce que tu te projetais ou pas du tout? Alors, j'appréhendais un petit peu. Après, je suis plutôt du style. J'aime bien qu'on me pousse du haut de la falaise d'un coup. Donc, le gynécologue même me disait bon, ce serait bien que tu me poses quelques petites questions quand même, si tu en as. En général, je pense qu'on bombarde de questions les gynécos. Ils en ont un peu marre. Bon, moi, c'était un peu l'inverse. Et je lui dis non, non, mais on va gérer le jour même. Ça va bien se passer forcément. Bon, c'était dur quand même. Hein. Je pense que j'ai commencé dans la matinée et j'ai accouché à 17h, donc c'était sport. C'était sport, c'était une voix basse. J'ai poussé, poussé, poussé. C'était très difficile, franchement. Ouais. La péri, j'ai pas eu l'effet escompté. Donc je fais pas partie du groupe des mamans qui aiment accoucher naturellement, enfin qui Ouais. aiment sentir la douleur, le Ouais. côté physiologique, c'est pas du tout mon truc. Moi je Ouais. suis pro Péri. péri, franchement je l'assume, mais malheureusement pour les 2 fois ça n'a pas fonctionné. Ouais. Donc j'ai tout senti, enfin j'ai senti beaucoup en tout cas. Ouais. Et voilà. Mais c'est pour ça que dans tous mes accompagnements et mes préparations, à chaque fois, je dis voilà, quel que soit votre projet de naissance, on va voir tous les cas de figure. Parce que même s'il y a des mamans qui disent je veux la péri quand je mets le pied à la maternité, il se peut que ça puisse pas se faire tout de suite, il se peut qu'il se soit déjà écoulé plusieurs heures avant qu'on arrive au stade où on peut poser la péri, il se peut que ça marche pas, il peut que ça se marche que d'un côté.
Donc les mamans qui veulent la péri, on va quand même voir d'autres techniques pour gérer les contractions au cas où. Et les mamans qui, a priori, veulent pas de péri, elles vont quand même faire leur rendez-vous anesthésiste au cas où. Enfin, je pense que c'est quand même intéressant voilà, d'envisager différents cas de figure, parce que des fois, quand on est trop centré sur un projet, après on peut se faire surprendre et finalement c'est d'autant plus challengeant qu'on n'avait pas imaginé ce scénario où la péri ne marche pas. Oui, c'est ça. On marche d'un côté parce que c'était exactement ce cas de figure-là. Ouais. Oui, donc Et là, c'est perturbant parce que c'est hyper intense d'un côté, on sent rien de l'autre. On est là, mais c'est quoi ce truc? Donc on est un peu soulagé, mais pas vraiment. Et puis, ouais, de sentir qu'une moitié de son corps, c'est quand même Ah oui, assez perturbant. c'est particulier, oui. Et donc, quand on te l'a donné, t'as eu un moment de ok, c'est un bébé. Oui, en fait, même pas. Dès qu'elle est sortie, je me rappelle, le gynéco donc, me l'a tendue et je ne l'ai pas prise. Je l'ai regardée quelques secondes et c'est mon mari qui m'a un peu crié dessus. Il me dit mais attrape-la, c'est ta fille. Et là, j'ai sursauté, j'ai fait oui, oui, oui. Et après, je l'ai prise. Donc, comme vraiment, c'était un sentiment, je ne saurais pas mettre de mots là-dessus, unique. Voilà, Ouais. c'est unique. Mais c'est unique de voir un bébé sortir qui fait, je sais pas quelle taille elle faisait, mais qui fait dans les 50 centimètres, 3 kilos et quelques. Et on se dit ça, c'était dans mon ventre et c'est sorti de mon corps. C'est ça. Ça peut être hyper impressionnant. Des fois, on a besoin de quelques minutes pour juste redescendre et se dire ça s'est passé, ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est fou. Ouais. C'est fou. C'est vrai que c'est un sentiment ouais, qui est partagé. Après, ça dépend aussi des accouchements, mais oui, il y a certaines femmes, il leur faut un petit moment de se dire ok, c'est le mien. Pour un premier, c'est toute une expérience quand même. Oui, 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 vraiment. C'est une grande découverte. Et est-ce que tu as choisi d'allaiter? Alors oui, je voulais vraiment allaiter parce que moi, pour mes deux grossesses, d'ailleurs, dès le troisième, quatrième mois, j'ai déjà des écoulements de lait, je sais pas comment on appelle Le ça. colostrum, ouais. Voilà. Et du coup, je me disais, bon, bah, ça sera facile pour moi d'allaiter. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que dès que la petite est née, donc ma première, je maîtrisais pas trop, je savais pas trop comment ça se passait, etc. Je l'ai pas mise au sein directement. Bon, elle a passé sa première nuit en nurserie, donc du coup, les sages-femmes me disaient à chaque fois, on lui donne un complément, on lui donne un complément. Donc moi, je dis oui, bien sûr, c'est naturel. Et quand je la mets au sein, ben, elle a du mal à prendre le sein. Et elle s'énerve, elle s'agace. Donc c'est le premier. Moi aussi, je panique, en fait. Et du coup, je dis, ok, on lui redonne votre complément, là, le complément magique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle s'habitue au plastique, je pense, Ouais. au débit de lait d'une tétine qui est beaucoup plus fort que celui d'un sein. Et je rentre un peu dans cette spirale infernale, on va dire. Et j'appelle du coup une conseillère en lactation qui m'aide franchement du mieux qu'elle peut. Elle était extra, elle s'appelle Esther. Et mais voilà, elle m'a donné les meilleurs conseils, elle est venue à la maison, tout, mais malheureusement, je n'ai pas pu suivre tous les super conseils qu'elle m'a donnés. Parce que voilà, avec le premier bébé, on s'affole, on panique, elle pleurait trop au sein, elle était pressée, elle avait faim, du coup, bah, je suis partie Ouais. en bibi, mais elle était mixte, c'est-à-dire que je faisais du tir-allaitement, je Ok. tirais mon lait et je lui mettais ça dans le bibi. J'ai tenu, je pense, 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Et après, je suis passée en full lait artificiel. Ouais. Mais c'est vrai on en parlait, on a fait justement un épisode avec Esther de Tendre Tété et Stéphanie Jarouche qui est ostéopathe aussi. Et effectivement, la mise au sein, la première mise au sein, elle est importante. Et plus elle se fait de façon précoce et plus on essaye de faire surtout que le sein au début, plus on a des chances de. Mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc si on nous explique pas ou si parfois on n'est pas là au bon moment, on n'a pas la bonne personne au bon moment, on peut passer à côté. Et ce qui je trouve très difficile, c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent de ça, alors qu'en fait, c'est pas leur faute. Enfin, à un moment donné, oui, voilà, comme tu dis, c'est un premier, on a besoin d'être accompagné, d'avoir les bons conseils. Et si on les a pas, c'est difficile. Et si en plus on avait un projet qu'on n'a pas pu mener à bien et qu'en plus on se culpabilise de ça, je trouve que c'est hyper lourd à porter. Donc voilà, faut quand même rappeler que c'est pas vous. Oui, Souvent, c'est pas vous le problème, c'est plutôt voilà l'environnement, l'aide, le soutien qui peut faire défaut et qui fait qu'après on s'engage dans quelque chose qui n'était pas le projet à la base, quoi. ouais, je pense que c'est vraiment un volet à approfondir dans certaines structures cliniques. Voilà, parce que c'est super important d'allaiter, hein, tout simplement. Et après, du coup, comment ça s'est passé pour vous, ce fait de passer de couple d'entrepreneurs à famille? Est-ce que ça a été
un ajustement? Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que vous aviez du soutien? Ou comment vous l'avez vécu cette période-là? Alors, aujourd'hui, j'en ris beaucoup. Parce que pour la première, encore une fois, la première, c'est l'enfant tant attendu, etc. J'avais énormément d'aide. Énormément d'aide. Aujourd'hui, je dis, mais pourquoi autant de personnes, autant d'aide, autant de choses pour un petit bébé quand je vois qu'aujourd'hui, des jumeaux, c'est limite plus facile que la première que j'avais. Bon. Mais non, ça s'est super bien passé. Bon, c'est vrai, comme tout le monde, hein, les premières semaines, c'était assez dur. Les nuits, on découvre qu'un enfant se réveille chaque 2 heures, qu'on ne dort plus, qu'on est super nerveux. On nous parle de baby clash. Lorsque je fais le premier rendez-vous chez le pédiatre, bonjour, ça va? Alors, ça y est, vous faites chambre à part? Je lui dis, mais quoi? Comment ça? Parce que la maman elle gère le bébé et que le papa il veut dormir parce qu'il doit aller au travail. C'est tout un monde qu'on découvre assez brutalement en fait. Et le manque de sommeil ça rend fou. C'est une torture, hein? C'est une torture, voilà. Et on recommence quelques années après, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, pour moi c'est le point le plus dur dans une grossesse. Il est plus dur que l'accouchement même, je dirais. Le manque de sommeil, Et ça, c'est intéressant parce que effectivement, il y a beaucoup de femmes enfin beaucoup de parents, hein, même pas que les femmes, qui pensent accouchement, 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 accouchement. Mais en fait, l'accouchement, c'est pas la fin. C'est la fin de la grossesse, mais c'est juste le début de l'aventure de parents. Et en fait, tout ce qui se passe après, euh, c'est vraiment un marathon, quoi. Enfin, en fait, ça ne s'arrête jamais. La c'est ça. parentalité, ça ne s'arrête jamais. La grossesse s'arrête, mais la parentalité, jamais. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de réfléchir à son accouchement qu'à son postpartum, en fait. Et effectivement, comme tu dis, comment on s'organise, quel soutien on peut avoir, quelles sont les attentes, comment aussi gérer son couple à ce moment-là. Ouais. Et du coup, oui, avec encore une fois beaucoup d'organisation et de bonne volonté, on trouve une petite routine, on va dire. Mhm. Et moi, après, je me rappelle qu'au bout de 2 mois, ben, j'ai repris le travail. 2 mois, 2 mois et demi, j'ai repris mon travail parce Mhm. que voilà, je peux pas rester à la maison, tourner en rond, etc. Même s'il y a beaucoup de travail avec un bébé, c'est vrai, mais j'avais besoin de reprendre aussi un semblant de vie. Et j'ai repris le travail tout doucement. Mhm. Et Et comment s'est faite la transition? Ça a été? oui, assez naturellement parce que j'avais... Bon, il faut savoir que je vis avec ma mère. Elle est Mhm. à l'étage et on est au rez-de-chaussée. Et du coup, lorsque je laisse mon bébé avec une nounou, je sais que bon, ma mère est derrière quand même. Donc ça rassure. Ouais. Ça rassure T'as pu beaucoup. reprendre l'esprit tranquille. Oui, voilà, vraiment, vraiment. Et c'est vrai qu'on a aussi, enfin même si on aime son enfant et qu'on aime s'en occuper, parfois on a aussi envie d'un peu de vie sociale, d'interaction, de stimulation intellectuelle différente. Donc effectivement, il y a des femmes qui témoignent que ouais, 2-3 mois de congé mat, ça leur va bien. Ça dépend aussi du contexte, des horaires et tout ça, mais ça peut se comprendre. Ça reprend ce que je te disais tout à l'heure, quand maman est heureuse, toute la maison est heureuse. Donc voilà, si tu as envie de reprendre ton travail, bah reprends-le rapidement et roule. Roule C'est ma clair. poule. Et donc dans ce contexte-là, à quel moment, est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit, ok, on enchaîne avec un deuxième, ou est-ce que vous vous êtes dit, on prend le temps comment ça s'est fait pour vous? Ah non, on s'est vraiment dit, on va prendre le temps parce que déjà, c'était... Enfin, on a envie de ressortir comme avant, de se faire des soirées, voilà, comme tu as dit, d'avoir une vie sociale. Et du coup, on avait prévu d'aller en vacances, etc. Donc, comme on n'avait pas eu d'été bah, depuis 2 étés, vu les dates, Mhm. on s'est dit, bon voilà, cet été, on va tout casser, on va s'éclater et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant d'aller en vacances, bah, je suis tombée enceinte. Et voilà. Et voilà. Et enfin, je La pensais pas... planification est encore tombée à l'eau. Voilà, exactement. Il faut pas planifier parce que on avait essayé. Je me suis dit non, ça va pas donner, tu vois, Ouais. ça va pas aller. J'ai le temps d'aller en vacances et tout, mais j'essaye quand même. Mhm. Et en fait non, ça a marché. Ça a bien marché même. Et comme j'ai dit à mon gynéco, ça a un peu trop marché parce que il m'a annoncé qu'il y en avait 2. À la première écho? Ouais. Et j'étais juste avec lui, il n'y avait pas mon mari. Ok. Donc voilà. Et il m'a dit, j'oublierai jamais cette phrase toute ma vie. Il m'a dit, ah ben tu es enceinte. Je lui dis, ah ben chouette. Et après il me dit, mais si je te disais qu'il y en avait 2. Et j'explose de rire parce que je pense qu'il plaisante.
Et là, c'est le choc de ma vie. Je ne parle plus, en fait. Je suis vraiment, voilà, sous Ah le oui, choc. tu t'y attendais pas du tout. Pas du tout. Et le réflexe que j'ai, c'est directement d'aller à la cathédrale. Ok. Voilà, à la Vierge qui est derrière l'autel, en fait, l'autel Ouais. du prêtre. Et en fait, je me mets à fixer la Vierge. Elle me regarde, je la regarde. Elle me regarde, je la regarde pendant 30 minutes et je rentre chez moi. Ah ouais. Mais tu lui demandes quelque chose ou juste Non, tu non, la non, regardes? je la regarde. J'avais besoin, en fait, parce que c'est vraiment mon, mon endroit préféré de la Mhm. caté là-bas. Et j'y vais souvent. Mhm. Et du coup, après, on s'est regardé sans parler. Et je suis rentrée chez moi. J'étais un peu fatiguée. J'ai pas dîné ce soir-là. Ouais. Et mon mari, ma mère, enfin, ils m'ont dit, mais ça va? Ouais, moyen. Et j'ai dormi. T'as rien dit. J'ai rien dit. T'avais besoin de processer quoi. Ouais. Ok. Et je n'ai rien dit. Et Alix, je n'ai rien dit jusqu'à 2 semaines avant l'accouchement. Qui en avait 2, attention. Donc tout le monde pensait que qu'il y avait que toi qui savais que t'attendais des jumeaux. Voilà, Et ton gynéco. exactement. Mais ton mari, il est pas venu avec toi aux échos? Non, Ok. elle est là, l'entourloupe, en fait. Parce qu'en fait, je fixais les rendez-vous les après-midi où en général mon mari est très occupé au Ah. travail, donc je sais qu'il ne peut pas venir. Mmh. Donc voilà, Donc comme tu voulais pas qu'il vienne. je ne voulais pas qu'il vienne parce que je voulais lui faire la surprise en fait à l'accouchement, d'en expulser 2. Voilà, pour être direct avec toi. Mais, C'était mon schéma avec le gynéco. mais vous faites des surprises? Il est très surprise ton mari ou Oui. c'est... Non, moi je suis très surprise, je suis Ah. très blague et mon père était très 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 blague en fait. Du coup, je pense que c'est peut-être héréditaire. Mais là c'est pas... Je t'avais dit ça, tu savais pas. Donc tu voulais faire la surprise à ton mari le jour de l'accouchement, qu'il y ait 2 bébés qui arrivent. C'est ça. Je voulais sortir le premier, qu'il l'accompagne pour la Ouais. lumière bleue, etc. Et que lorsqu'il revienne, ben, j'en accouche un deuxième. Et t'as réussi à tenir le secret pendant toute la grossesse. J'ai craqué en fait 2 semaines avant. Ça m'a un peu. Mais- Pardon. Mais du coup, parce que en termes de vente, enfin, non, on voyait rien. genre, Non, moi on- j'ai je sais pris pas. 5 kilos hein, Ok. pendant la grossesse. Même pour ma première fille, j'avais pris 5 kilos également. Et pourtant, c'était un gros bébé de 3,6 kg. Mhm. Voilà, là pour les jumeaux aussi, j'étais dans les 5-6 kilos. Bon, Ouais. après, je les ai accouchés prématurément. Ouais, Donc ok. c'est normal. Mais je pense que même si j'étais allée au bout, j'allais pas faire du Ouais. 20 ou 30 kilos comme certaines femmes des fois. Et donc, pardon, du coup, je t'ai interrompu. Tu disais que finalement, t'as craqué à un moment donné parce que... En fait, c'était l'avant-dernière échographie, donc de décembre. Et je me suis Et donc, dit, c'était à combien de mois, ça? j'étais à 30 semaines. Ok. 30 semaines et j'ai accouché en fait à 32 semaines. Oui, donc Mais assez je tôt. ne le savais pas. Bien sûr. Voilà. Et du coup, à 7 mois, en fait, j'ai craqué parce que je me disais, bon, tu vas lui priver quand même le fait de voir, d'assister à une échographie, d'entendre les battements du cœur, etc. Et je pense qu'avec les hormones, l'émotion, ça m'a un peu envahi et ça m'a chamboulé l'esprit et j'ai craqué. Et quand j'y repense, je me dis, mais non, t'avais plus que 2, si tu savais, t'avais plus que 2 semaines à tenir, t'aurais dû te taire. Et lui faire la surprise de sa vie, en fait. Le choc. Bah, en même temps, je pense que lui apprendre à 7 mois de grossesse qu'en fait, il y en a 2, c'est quand même une surprise. Oui, oui, oui. Pas aussi grosse que celle que je voulais. Et donc, comment tu lui as annoncé ça à 7 mois de grossesse? Ça m'intéresse. On est juste allé au resto, donc mon Ouais. resto préféré. Et c'était pas son anniversaire. Son anniversaire, c'était dans un mois. Et à la fin du repas, il y a un gâteau qui est arrivé avec des feux d'artifice et tout. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est Ouais. pas mon anniv. Mon anniv, c'est dans 4 semaines. Et je lui dis, tu souris. Souris, il y a quelque chose sur le gâteau. C'est juste pour toi. Il m'a dit, ok. Et j'ai la vidéo en plus. Ouais. Et sur le gâteau, j'avais mis un petit drapeau avec un petit message que j'ai écrit, tu seras papa de jumeaux. Et là, la mâchoire, elle tombe au sol. Et là, c'est le choc ultime, quoi. Tu m'étonnes. Mais il rigole. Je pense que c'est nerveux. Les Ouais. serveurs, enfin, toute l'équipe du resto s'en va. Ouais. Et là, il me regarde, mais il a les larmes aux yeux, bien sûr. Il est super ému. Et je pense que mon mari, même si je lui amène une équipe de foot, il restera ravi. Donc, il aime les enfants. Et comment et il t'a pas demandé, genre, pourquoi tu le dis que maintenant ou... Non, Non. ce qu'il m'a dit directement, c'est mais Amanda, arrête tes blagues. Ah Arrête tes blagues, ça suffit. Parce qu'au quotidien, je l'embête énormément, que ce soit au travail, mais partout. Je ne le laisse pas respirer, le pauvre. Donc là, il s'est dit que c'était une blague. Oui, au oui, début. il a compris directement. Il m'a dit, mais arrête, ça suffit, tu vois. Et on a rigolé, mais vraiment beaucoup. Un fou rire, je pense, pendant 10 minutes.
Et après, il m'a dit, mais comment tu as fait? Comment? Voilà, la question c'était comment? Et je lui ai dit, bah, je voulais pas te dire, je voulais te faire la Vous l'avez surprise. bien trouvé. Hein. Oui, ça va, il est bon public. Il est plutôt bon En toutes public. circonstances. Faut avoir le cœur bien accroché avec toi. Et donc à 30 semaines avec l'échographie, est-ce que tu dis que tu te doutais, finalement tu as accouché 2 semaines après, donc de bébé prématuré, est-ce que Mm. à ce moment-là tu avais déjà des signaux ou est-ce que tout était normal Ah jusqu'à... oui, j'avais des signaux dès le mois de novembre, bah, j'avais eu quelques petits saignements en fait. Et du coup, le médecin m'avait dit le médecin m'avait alité. Mhm. Donc reste à la maison, ne bouge pas, arrête de conduire. Donc ma vie s'arrête. Vraiment, là, c'était pas très drôle. Hein. Mhm. Pour, comme je t'ai dit, quelqu'un qui aime beaucoup bougé, voilà. C'était assez compliqué. Donc franchement, je suis restée sage. Mhm. Quelques semaines, assez longtemps quand même. Et lorsqu'on se rapprochait des fêtes de fin d'année, toute ma famille, en fait, mes sœurs avec leurs enfants, etc., sont arrivées. Donc j'avais vraiment envie d'aller et venir avec elles, quoi, tout simplement. De sortir, d'aller à la piscine un peu. Mhm. Et c'est là où les saignements se sont Intensif. voilà, intensifiés et j'ai accouché. Et donc à quel moment tu t'es dit, enfin quand tu es partie à la maternité, tu t'es dit je vais accoucher ou tu t'es dit faut que j'aille faire vérifier quelque chose, enfin est-ce que parce que comme c'était très tôt, est-ce que tu as su tout de suite que tu étais en train d'accoucher ou Alors, pas? pas du tout, parce qu'à la base, je devais accoucher donc à la Saint-Valentin, Mhm. à peu près. Et là, c'était Noël, donc 2 mois avant, jamais de Mhm. la vie, on n'y pense pas. Même si on a des menaces Mhm. d'accouchement, je me dis non, on est quand même beaucoup trop loin. Mhm. Et du coup, donc le soir de Noël, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais obsédée par la table de Noël. Il fallait que je la dresse moi-même, que je fasse la déco, que je fasse, voilà, que je fasse toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. Donc je pense que ça m'a peut-être un peu fatiguée. Mhm. Et je me sentais pas très bien. Donc le soir du 24, j'ai un peu dîné et je suis restée assise toute la journée. Mhm. Le lendemain, fallait ouvrir les cadeaux donc, avec ma fille. Donc ma belle-mère est arrivée. Et elle me trouvait que j'avais pas très bonne mine en fait. Elle me trouvait un peu pâle et tout. Et je lui dis non, mais c'est normal, hein, je suis fatiguée depuis des semaines, j'ai l'habitude, ça va passer. Et là, je vois donc mon ventre qui bouge de plus en plus, il y a de plus en plus de mouvements. Je commence à être très fatiguée, mais je n'ai qu'une chose en tête, c'est partez tous de la maison, je vais être seule à la maison et Mhm. tranquille, je vais me reposer, ça va passer, j'ai l'habitude en fait. Et ma belle-mère qui est vraiment insistante. Et comme c'est la belle-mère, ben, on ne peut pas refuser. Mhm. On dit toujours OK. Et j'envoie un message à mon gynéco et je dis bah écoute, je me sens pas très bien. J'ai pris un Doliprane 1000, mais ça ne passe toujours pas. Je pense que je vais venir faire un monito. Voilà, donc c'est pas la peine de te déplacer en fait, ça Mhm. va passer. Il me dit écoute, fais le monito et on verra après. Mhm. Donc moi je pars vraiment dans l'optique de rassurer ma belle-mère qui est stressée, je trouve. Et encore une fois, je peux pas lui dire non. Mhm. Donc on y va, on va à la clinique et tout. Et j'ai la sage-femme que je connais bien, donc j'étais contente de la voir ce Mhm. jour-là. Et je lui dis, s'il te plaît, dépêche-toi parce que c'est Noël, je veux rentrer me reposer. Et en plus, samedi, il y a ma cousine qui se marie, donc j'ai tout un programme, quoi. Et elle me dit, oui, t'inquiète pas, je vais faire ça, je vais faire le monito rapidement. Et en fait, au fur et à mesure, bah, ça dure, mais vraiment super longtemps. Et je vois le visage de la sage-femme qui change, en fait. Et elle me parle de moins en moins, alors que je la connais bien, on rigole, on papote et tout, Mhm. elle ne parlait plus. Et lorsqu'on finit le monito, ben, je remets ma culotte, Mhm. je remets ma robe et je prends mon sac. Parce que pour moi, je vais partir en fait. Mhm. Et à ce moment-là, qui arrive en fait? Le gynéco. Ok. Et là, je comprends pas ce qui se passe en fait. Et la sage-femme me dit oui, je voulais qu'il te voie aussi pour être sûre. Je dis mais pour être sûre de quoi? Je comprends pas en fait ce qui se passe. Et il me regarde, il me dit mais demi-tour, retourne sur le lit en fait, sur la table. Tu es plus proche de l'accouchement que de rentrer chez toi en fait. Et là, c'est un monde qui s'écroule. Je comprends toujours pas ce qui se passe. Et du coup, il me fait le toucher vaginal. Et il me dit, bah, t'es à, je me rappelle plus, 4 doigts ou 5 doigts. Oh, waouh. Et, euh, et là, je lui dis, mais c'est quoi Il me dit, le col est ouvert. Et je dis, mais c'est quoi? C'est comme quand on accouche, le jour de l'accouchement, quand on dit t'as 4 doigts, 5 doigts, c'est la même chose? Et il me dit, mais tu comprends le français? Tu vas accoucher là. Ah ouais. Un choc, mais Et vraiment donc t'étais toute seule? Non, j'étais avec Avec ton ma mari? belle-mère et mon mari, Ah ouais. justement, comme il m'avait obligée à venir. Et là, je commence à réaliser, mais pas trop. Parce qu'en fait, lorsqu'il finit, je redescends de la table, je remets ma culotte et ma robe. Et il me redit, mais arrête de remettre
ta culotte, tu vas accoucher. Non mais c'est une blague. En fait, là, c'est lui qui te fait une blague. Là, c'est plus Oui, toi qui fais les blagues. Là. c'est ça. Et en fait, à la fin, toute ma famille m'a dit, bah voilà, la blagueuse blaguait en fait. Tu t'es fait avoir, mais bien comme il faut. Et donc le jour de Noël. le jour de Noël, le 25 décembre. D'ailleurs, quand il est rentré, il était là, mais c'est Noël quand même, c'est Noël. Je dis, bah oui, j'ai pas choisi. Et là, je réalise vraiment que... Et donc en fait, au monito, il y avait des contractions. C'est ce que voyait la sage-femme. Oui, et toi, tu les sentais pas? Je les sentais pas, en fait. Jusqu'au moment où j'ai vraiment pris conscience, après beaucoup de temps, avec tout ce qu'il m'a dit, que j'allais accoucher. Là, j'ai commencé à vraiment sentir les douleurs. Donc encore une fois, le mental, c'est impressionnant. Voilà, le mental, le psychique, en tout cas chez moi, c'est quelque chose de fondamental. Ouais. Et donc là, est-ce que passer le choc de je vais accoucher, est-ce que tu t'inquiètes en te disant c'est trop tôt? Est-ce que tu te réjouis de rencontrer tes bébés? Comment tu te sens? Je m'inquiète un peu parce que d'autant plus qu'il m'avait dit serre les fesses. Je reprends ces expressions, hein, serre les fesses jusqu'au 4 janvier. Ouais. Et moi j'étais donc 10 jours avant, voilà, donc je stresse un tout petit peu. Enfin, je me rends pas vraiment compte parce que tout s'accélère, tout se chamboule, donc je sais que ça sera des prématurés. Mais voilà, je sais pas encore ce que c'est la néonate. Toutes ces choses-là me parviennent en fait après d'une manière, je trouve, un peu violente. Okay. Voilà. Et donc l'accouchement se fait comment? L'accouchement se fait évidemment donc naturellement par voie basse. Parce que moi je suis terrorisée par les césariennes en fait. Et puis de toute façon le travail avait déjà commencé en fait. Et voilà, déjà. Mais même dès le départ, lorsqu'il m'avait dit que c'est des jumeaux, j'ai regardé sur internet et tout, et la consultation d'après, je lui ai dit, j'ai entendu dire que c'était systématiquement des césariennes, s'il te plaît, je ne veux pas de césarienne, j'ai trop peur de ça en fait. Il m'a dit, mais non, pas forcément. Et on fera une voie basse, si tout se prête à cela, ça se fera. Et en fait, donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux bébés avaient la tête en bas, donc c'était plutôt super bien parti. Le premier est sorti très facilement, et le deuxième, donc J2, comme on les appelle là-bas. Ouais. Donc J2, lui, lorsqu'il s'est retrouvé avec beaucoup de place dans le ventre, il nous a fait une petite pirouette à la dernière minute. Il s'est retourné, il s'est mis en siège. Et là, voilà, donc Super Doc a fait une bonne manip pour le remettre en place et le ressortir. Ça a pris 3-4 minutes. Et voilà, il l'a sorti et tout s'est bien passé. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, les bébés, je les ai à peine vus, en fait. Le J1, jumeau 1, donc, est sorti très vite. Lui, je ne l'ai même pas vu. Et le deuxième, je crois, je l'ai vu de dos. Et on l'a pris encore plus rapidement. Voilà. Donc, et je demandais juste, est-ce que ça va? On m'a dit, oui, ça va, on les amène en néonate, néonatologie. Et à ce moment-là, tu savais pas vraiment ce que c'était? Non. Okay. Pas vraiment. Et voilà, ce qui serait intéressant de dire aux femmes qui ont des menaces d'accouchement, une fissure ou des saignements, ce genre de choses, pas juste leur dire oui, tu vas avoir des prématurés, etc. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. Je pense que juste aller regarder à la porte, on les amène juste à la porte, aller voir à la petite fenêtre de la néonate ce que c'est réellement, des couveuses, comment ils sont les bébés dans cet endroit. Je pense que ça te remet rapidement les idées en place. Tu ne vas pas à la piscine, tu ne fais pas la folle, tu ne sors pas à gauche, à droite. Bon, même si je n'exagérais pas, hein, je suis quand même quelqu'un de rationnel. Mais ça te calme. Mais tu te rendais pas compte en fait de ce que ça voulait dire d'avoir des prématurés? Pas du tout. Parce qu'en fait, si j'avais accouché après le 4, j'allais avoir des petits prématurés, comme on dit. Donc ça va, plutôt ça se gère. Et comme je l'ai fait avant, c'est des moyens prématurés. Et voilà, donc c'est un peu plus critique, un peu plus compliqué, surtout les 3-4 premiers jours où tu t'inquiètes beaucoup pour tes bébés quand même. Donc ils sont partis en couveuse. Est-ce que tu pouvais, est-ce qu'ils étaient branchés, est-ce qu'ils arrivaient à respirer, est-ce que tu pouvais les voir, les prendre? Comment ça se passait pour toi? Alors ils étaient, oui, totalement branchés pour les aider à respirer en fait, c'est normal, vu qu'aucun organe n'est mature, donc voilà, les machines les aident. Je pouvais pas les prendre, non. On pouvait juste mettre nos mains dans les... Il y a des petites ouvertures, voilà, sur les côtés pour les toucher. Donc on touche un petit doigt, on touche un petit pied. Et voilà, le contact au début avec ton enfant se fait comme ça. Donc psychologiquement quand même, c'est un peu fort.
Et après, du coup, on t'explique qu'on ne peut pas leur donner du lait artificiel en fait à ces bébés parce qu'ils ne pourront pas le digérer et qu'il faut assez rapidement que tu déclenches ton allaitement. Sauf qu'il n'y a pas de peau à peau, il n'y a pas de contact, il y a juste un petit doigt, un petit pied, comme je t'ai dit, que tu touches, donc c'est compliqué. Et tu fais ça à la machine. Donc tu fais ça avec le tire-lait, donc c'est là la partie quand même qui est un peu moins sympa, qui est même assez dure. Et on t'explique aussi qu'il faut idéalement que tu fasses un demi-litre de lait par jour pour pouvoir les nourrir. Donc ça te semble une montagne en fait, ça te semble énorme, sachant que lorsque tu tires, bah, au départ tu as des petits fonds là qui font 10 ml peut-être, et voilà, donc tu es loin de l'objectif. Mais je sais pas, après, avec la volonté, tu les regardes, tu te dis, bon, ils sont un peu, entre guillemets, entre la vie et la mort, il faut que tu les sauves. Tu déclenches, donc tu forces jusqu'à que, bon, la montée de lait se fait, et là, ça commence à bien sortir. Mais je me rappelle qu'au départ, j'avais demandé aux dames de la néonate, est-ce que vous avez une banque de lait ? C'était ma première question en fait, parce que je dis mais si je suis incapable d'en produire mes bébés, qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait, tout simplement. Et elle m'a expliqué, écoute, non, nous on ne fait pas ça, je pense que c'est culturel aussi, donc nous on ne fait pas ça, et il faut que tu déclenches toi-même ton allaitement, il n'y a pas de partage de lait. Il peut y avoir du culturel, il peut y avoir aussi de la logistique, parce que le lait il faut le récolter, il faut le stocker, il faut le vérifier, parce que le lait il est fabriqué à partir du sang, donc il faut quand même vérifier que tout est ok, tu vois, d'un point de vue aussi sanitaire. Et c'est vrai que ça, c'est en France, effectivement, il y a des banques de lait, il y a des gens qui viennent collecter le lait des mamans qui donnent et qui le centralisent pour effectivement des nourrissons prématurés qui en ont besoin. Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a pas ce système-là. Donc effectivement, c'est aussi, j'imagine, une pression énorme que tu te mets. Mais finalement, tu as réussi du coup à initier cette montée de lait avec le tire-lait et à produire suffisamment pour qu'ils puissent C'est ça. Voir ça. Donc oui, je stimulais au maximum. J'ai la cousine de mon mari, donc Ruby, qui m'avait donné de précieux conseils encore, en plus de ce que je savais déjà avec Esther. Donc voilà, donc je stimulais au maximum. Je faisais en fait comme si j'avais mes bébés avec moi à la maison, et du coup chaque 2 heures à 3 heures, je tirais mon lait. Même si au départ absolument rien ne sortait, franchement c'était 3 gouttes et demie. Mais je me disais, ça va venir. Là, le mental, il faut être gonflé à bloc. Et du coup, voilà, je faisais comme si j'avais mes bébés. Chaque 3 heures, je tirais. Donc, je ne dormais pas. C'était vraiment épuisant. C'était éreintant même. Et il faut savoir que nous, on est à la clinique pendant quelques jours. Donc, il y a la famille qui vient vous voir, etc. Donc, c'est un peu fatigant parce qu'il faut recevoir. Et ça fait plaisir, surtout, de voir la famille. Ça fait du bien. Mais en plus, bon, il y a ce manque de sommeil qui commence, ce tirage de lait. Donc voilà, il y a tout qui se chamboule, les hormones aussi. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et puis j'ai ma petite qui a 17 mois à ce moment-là, donc il y a encore un tout petit bébé qui voit plus maman, papa à la maison. Bon, heureusement, elle est chez sa grand-mère maternelle aussi, qui est paternelle plutôt. Elles sont très 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 proches. C'est sa première petite fille, donc je sais qu'elle est dans de très très bonnes mains. Je suis tranquille de ce côté-là, mais je me dis quand même, on s'est tous évaporés du jour au lendemain pendant quelques jours. Je sais que même si elle l'exprime pas, ça lui a quand même fait un petit quelque chose, voilà. Ah oui, donc tes enfants, ils ont 17 mois d'écart. C'est ça. 3 enfants, ah ouais. Et elle, du coup, elle a pu après combien de temps t'as pu avoir tes jumeaux à la maison? Est-ce qu'ils sont rentrés en même temps? Oui, ils sont rentrés les deux en même temps, mais ils ont fait près de 4 semaines quand même. Ah ouais. Ouais, en néonate, donc 3 semaines et 4 jours exactement. Donc oui, donc c'était vraiment pas facile. C'était pas, on me dit bon, c'était pas si long que ça. Moi, j'ai trouvé ça quand même. Ah bah quand t'es dedans, 3 semaines et 4 jours sans tes bébés à faire des allers-retours, ça paraît insurmontable, je pense. C'est ça. Surtout que je tirais le lait aussi des fois dans la clinique, etc. Donc fallait stocker. C'était toute une organisation militaire, je dirais. Ouais. Même en termes sanitaires aussi. Donc faut être là, faut stériliser à chaque utilisation, parce que encore une fois c'est des prématurés, même les seins en fait il faut les nettoyer d'une certaine manière et tout. Il n'y a pas de risque zéro d'infection, mais en tout cas on essaie d'avoisiner ça, voilà, pour vraiment qu'il n'ait aucune infection possible. Ouais, et puis en plus, avec le recul, tu dis c'était 3 semaines et 4 jours, mais sur le moment, tu sais pas combien de temps ça va durer. Exactement. Donc c'est qu'en fait, c'est un jour après l'autre, et Inch'Allah, ils vont sortir, mais en fait, tu sais absolument pas
Je trouve que quand t'as pas de date butoir, Mm. ça paraît interminable en fait. C'est ça. Et dès le départ, en fait, comme tu sais pas trop sur quel pied danser, tu découvres un tout nouveau monde et tout, tu essaies de savoir justement quand est-ce qu'on va s'en sortir, quand est-ce que bon, ça va aller, on pourra quitter cet endroit. Ouais. Et on te dit, bah écoute, chaque jour de gagner, c'est une victoire. Ouais. Donc voilà. Déjà, ça te pose. Ouais. Et du coup, tu vis au jour le jour. Mais ce que j'aimerais vraiment souligner et vraiment de tout mon cœur insister sur ce point-là, j'aimerais saluer toute l'équipe médicale de la clinique de la Madeleine, en fait, qui a été, mais j'ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance, ma gratitude, et j'ai vraiment été impressionnée. Ils ont été extraordinaires. Toute l'équipe de A jusqu'à Z, donc encore une fois, évidemment, du gynéco en passant par les pédiatres, les sages-femmes, franchement, on a été accompagnés, on a été suivis, on a été soutenus. C'était, je ne pouvais pas, je pense, vivre cette situation dans un meilleur endroit que là-bas. Donc vraiment bravo, parce que on ne se dit pas qu'au Sénégal, on a des endroits comme ça, en fait. On a souvent peur, parce que je pense que des femmes qui ont des jumeaux, en tout cas qui sont expats, qui sont voilà, pas du Sénégal, je pense qu'automatiquement, au bout de 6 mois, elles vont rentrer dans leur pays d'origine pour accoucher là-bas et être sereines. Mais en fait, il y a des gens qui ont un savoir énorme, qui a un savoir-faire qui est maîtrisé, qui a les équipements. Évidemment, le risque zéro, comme je disais, n'existe pas. Il peut y avoir des problèmes, évidemment, des accidents. Voilà, c'est normal partout dans le monde. En tout cas, pour mon expérience personnelle, ça s'est super bien passé. Et puis, effectivement, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que du coup, comme tu étais chez toi, tu avais ta famille, tu avais des gens autour, tu avais du soutien. Parce qu'encore une fois, souvent, on se dit, bah, si on part, voilà, peut-être pour le jour J, par rapport à certains risques, c'est peut-être mieux d'eux. Mais pareil, on pense pas forcément à l'après. Et en fait, si on part accoucher loin de chez soi, bah, après, on est aussi seul, on n'est pas aussi entouré, on n'est pas accompagné, on n'a pas ses repères. Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. Et effectivement, c'est bien de souligner que oui, Dakar, même dans la sous-région, c'est vraiment une ville de référence en termes de plateau médical, en termes de Oui. compétences, en termes d'infrastructures. Et il y a un très bon niveau de soins. Après, effectivement, il y a des choses qui sont potentiellement plus compliquées qu'ailleurs. Et ça dépend aussi du stade de prématurité. Pour les grands prématurés, c'est encore un peu plus compliqué. Mais c'est intéressant aussi d'avoir ce témoignage, de dire, bah voilà, il y a plusieurs choses dans la balance. Mais en tout cas, ton expérience a été positive. A été Très positive, positive de ouais, ce in côté-là. fine. Et tu as parlé de grands prématurés, donc moi, mes jumeaux, donc lorsqu'on est arrivé, c'était les seuls dans toute la néonate, donc avec eux. Donc voilà, c'est vrai que toute l'attention était sur eux, donc on était serein. Mais tu vois, vers je pense les deuxième et troisième semaines, oui, il y avait de nouveaux bébés qui arrivaient. Et il m'expliquait en fait que oui, des bébés même de 26 semaines, il me semble, 27 semaines, des bébés qui font même pas 1 kilo, ce genre de choses, ils arrivent à les gérer et ils s'en sortent. Et ils s'en sortent. Donc c'est vraiment important que les mamans sachent ça. Oui, c'est ça. Les donne de prématurés ne l'espoir. sont pas condamnés parce qu'ils naissent au Sénégal. C'est ça. Quand même, Il y a de l'espoir. Ils savent, un bébé qui fait 800 grammes, franchement, il peut s'en sortir. Il s'en est déjà sorti au Sénégal. Donc voilà. Franchement, bravo. Et donc après le retour à la maison au bout de 1 mois, est-ce que la rencontre avec leur sœur s'est faite à ce moment-là ou est-ce qu'elle avait pu les voir elle à la clinique? Non, ça s'est fait à la maison, on préférait. Parce que vu son jeune âge, donc C'est un peu 17 mois, impressionnant. oui, c'était peut-être impressionnant. Et je me dis qu'aussi qu'elle allait peut-être pas forcément comprendre tout cet univers de machines, etc. Et voilà, non, ça s'est bien passé. Elle criait juste bébé, 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 sans vraiment Il y savoir. en avait deux. Il y en avait deux, c'est qui, c'est quoi, ils vont rester, ils vont partir. Ah oui, Voilà. ils sont là pour les vacances. C'est ça, parce qu'à Noël, il y avait tous mes neveux nièces en fait qui sont dans une. Ah mais oui. Ben voilà, et qui sont partis au bout de 2-3 semaines. Donc elle s'est dit bon, encore deux nouveaux arrivants qui vont partir peut-être. Eh ben non, ils restent. Et ils ont pris ton lit et tes affaires. Parce que j'ai tout chamboulé, l'organisation de la maison et tout. Donc ça l'a un peu perturbée aussi, je pense, à ce moment-là. Mais non, ça s'est très bien passé. Et donc est-ce que pour ces jumeaux, tu as fait différemment? Tu disais que pour la première, tu avais repris le boulot après 2 mois, que ça avait été assez fluide, etc. Là, comment ça s'organise un postpartum de bébé
qui sont nés prématurés, qui ont en général un suivi quand même un peu plus spécifique, et puis il y en a deux, donc il y en a 2 fois plus. Comment tu le gères, ce postpartum-là? Ben, je pense humblement que je le gère plutôt bien. Et par rapport à l'expérience d'allaitement que j'avais eue avec la grande, donc là j'avais vraiment ma revanche à tenir en fait. Donc je voulais pas que ce volet-là m'échappe. Donc j'ai mis le turbo, j'allaite encore de manière exclusive. Ce qui est très compliqué, très éprouvant, mais quand je les regarde, je me dis voilà, ça vaut le coup. Ils Ça ont vaut quel le âge là? coup. Là, ils ont un peu plus de 3 mois, quelque chose comme ça, donc ils vont très bien. Et ils ont un bon poids également, ils font leur vaccin, ils vont faire la circoncision bientôt, là, demain. Oh, wow. Grosse journée. Et non, non, tout se passe bien. Ils mangent. J'ai gardé le rythme de la néonate qui était de chaque 3 heures, franchement. Ok. Chaque 3 heures, je leur donne. Même s'ils dorment, je les réveille, ils mangent. C'est vrai que la nuit, maintenant, ils arrivent à m'enchaîner 4 à 5 heures. Donc le sommeil, ça se passe mieux. Donc ça se gère, vraiment ça se gère. On a peur des jumeaux en général, ouah, c'est la folie, oh, tu vas mourir, t'auras plus de vie, etc. Je pense qu'encore une fois, bon, c'est vrai, si on est bien entouré et qu'on est surtout très très bien organisé, on peut avoir un bon rythme. Oui, parce qu'il y a des jumeaux plus une petite qui a donc 20 mois, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Qui a 20 mois. C'est Non, mais je déconseille aux gens Oui. de venir me rendre visite entre 18h et 20h parce que j'appelle ça l'heure du crime. Et même mon téléphone, je le touche très rarement pendant ces 2 heures-là parce que ça crie dans tous les sens. En fait, tout le monde mange, tout le monde doit aller à la douche, tout le monde crie. La grande ne veut pas dormir. C'est la folie. Et après, à 20h, c'est calme. C'est calme. C'est tout calme. Et mon mari qui jouait au foot en général de 18h à 19h, bizarrement, joue au foot de 19h à 20h. Oh non. Maintenant, Je croyais que t'allais me dire qu'il allait annuler son foot. jamais Non. de la vie, jamais de la Lui, vie. il te laisse là. Allez, courage. C'est ça. Je vais jouer au foot. Et je dis, mais c'est bizarre, tes heures de foot ont changé. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est bien je l'encourage en fait, de se vider la tête, voilà, de voir autre chose. J'ai hâte de reprendre le sport aussi. Pour moi, c'est ma base en fait, c'est mon tout. C'est un exutoire le sport pour moi, donc voilà, bientôt. Et donc là, tu fais l'allaitement exclusif, donc tu alternes le sein et le tir-allaitement comme tu avais fait pour ta première? Voilà, en fait, ce qui se passait au tout début lorsqu'ils sont rentrés, en fait, c'est que lorsque c'est l'heure de manger, J1, je vais donner les prénoms, on n'est plus à la néonate, donc Joseph par exemple va prendre le bibi que je viens de tirer, donc je lui donne par bibi et Adam va prendre le sein. Okay. Et au prochain tour, j'inverse. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour les habituer en fait. Okay. Sauf que là, depuis les dernières semaines, depuis 4 semaines à peu près, je les mets quasiment tout le temps au bibi. Donc je tire le lait et je leur donne que au bibi pour qu'ils s'habituent de plus en plus. Comme ça, moi, ça me permet de me détacher tout doucement et pouvoir introduire aussi tout doucement un petit lait artificiel qui me permettra peut-être un de ces 4 de faire une nuit complète. Ouais, parce que le tir-allaitement, moi je trouve que c'est encore plus difficile que l'allaitement, quoi. Ah oui, complètement. Faut être vraiment extrêmement motivé. Et puis, comme tu disais, en termes d'organisation, de rigueur, de gérer ses stocks, de machin, c'est... Et d'hygiène aussi. Chapeau, ouais. Oui, non, le tir-allaitement, c'est un sport, c'est un marathon. Ouais. C'est vraiment, surtout au milieu de la nuit, quand il faut tirer à 3h du matin et qu'il faut se forcer à manger, boire 1 litre d'eau et tout, et t'es toute seule dans le salon et tout, c'est pas facile. Mais tu vois, encore une fois, dès que je les regarde et que je pense à eux, allez hop, c'est fini. Ouais. J'oublie la fatigue, j'oublie tout. C'est pas des paroles en l'air, hein, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Mais encore une fois, je pense que si on n'était pas passé par la néonate, peut-être que j'aurais pas eu cette motivation. Ouais. Voilà. Si ils étaient arrivés à terme, non, je pense que j'aurais fait comme avec la grande, au bout de 2 mois, j'aurais arrêté. Là, tu associes le lait à des bienfaits, à quelque chose qui leur a permis de récupérer. À des soins, en fait, à un médicament. Voilà. Okay. Et je me dis, j'ai pas le droit d'arrêter ça parce que voilà. Ouais, c'est ça qui leur fait du bien. Peut-être c'est un peu trop de pression, mais je sais pas. Après, je pense que quand tu vis un accouchement comme ça, inattendu, que tu vois tes enfants partir à la néonate, que tu plonges dans l'inconnu, ça peut être vécu comme un petit traumatisme ou comme quelque chose qui chamboule. Et après, chacune sa façon de gérer
cet événement-là. Donc effectivement, tu t'accroches. En plus, tu disais que tu es quelqu'un qui est assez organisé, un peu dans le contrôle. Ouais. C'est une façon de reprendre le contrôle aussi. C'est ça, c'est De ça. dire au moins, je gère ce qui rentre dans leur corps, ce qui les nourrit, et ça me rassure. Et je sais que ça, je peux contribuer à ce niveau-là. Ouais. Donc, trop de pression, enfin, c'est sûr que c'est beaucoup à gérer, mais en même temps, voilà, on a tous ces mécanismes de gestion des événements intenses. Donc, on va pas se rajouter en plus de la culpabilité de se dire j'en fais trop. Enfin, tu fais énormément et je pense que je devrais te célébrer pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Parce qu'il y a une grosse part de culpabilité. Parce que au départ, en tout cas, je me disais si j'étais restée vraiment sage, si j'étais restée vraiment à la maison, si, peut-être qu'il ne serait pas venu aussitôt, etc. Parce qu'à 7 mois, c'est quand même dur. Et du coup, j'essaie de rattraper, de compenser par cet allaitement, de donner encore plus de ma personne, en fait. Voilà, j'associe ça, l'allaitement, à ce volet-là. Ouais. Mais après, oui, effectivement, comme tu dis, si, de toute façon, on peut toujours se faire des plans et peut-être pas. Peut-être qu'ils seraient quand même venus à ce moment-là et que c'était leur moment. Mais oui, je comprends aussi, forcément, c'est nous qui portons les bébés, donc quand il se passe quelque chose, on se dit toujours, bah, c'est aussi moi, quoi. Mais en réalité, en tout cas, ouais, tu leur donnes beaucoup De ma personne. Alors que comme tu le disais, je fais le lien avec ce que tu disais avant, c'était pas forcément hyper naturel pour toi, ce côté maternité proximale, être l'allaitement long, Pas tirer du son tout. lait, etc. Ouais, Quoi. pas du tout. C'est pas du tout, mon truc. Mais alors là, mais pas du tout. C'est pour ça, là, oui, les grossesses, les accouchements, ça change une personne quand même. Ça change vraiment. Donc ça a révélé une autre facette d'Amanda. Oui, voilà, c'est ça. Mais je vais m'arrêter au bout d'un moment. Faut que je reprenne ma vie aussi. Il y a l'été qui arrive bientôt, tu vois. Depuis 3 ans, j'ai pas d'été quand même. Donc Ouais. j'espère peut-être que 2025 sera mon année, là. C'est ça, l'année de l'été. L'année de l'été, c'est ça. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que dans ton éducation, ou qu'est-ce que tu as reçu que tu voudrais vraiment transmettre à tes enfants? Ce que j'aimerais dire à mes enfants, lorsqu'ils seront en âge de comprendre, c'est qu'ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent dans la vie, qu'ils en sont vraiment capables et qu'avec de la volonté, on peut tout faire en fait. Qu'on soit entouré ou pas, lorsqu'on le veut vraiment, je pense qu'on attire, les bonnes ondes, on attire les bonnes personnes, ça peut être notre famille ou non. Ça peut être un inconnu, ça peut être n'importe qui, mais ça vient d'abord de nous, ça vient de l'intérieur, je pense. Et que oui, tout est possible et que rien n'est figé. Donc on vit des moments durs dans la vie, mais il faut retenir que ce n'est qu'un temps. Et ma mère a tendance à me dire tous les jours, ça ne peut aller qu'en avançant et jamais en reculant. C'est une phrase très simple, très minimaliste, mais qui est tellement lourde de sens. Et chaque jour, sincèrement, chaque jour, elle me le dit parce que des fois, il y a des jours où la pression est très forte quand même. Ça crie, ça pleure, on est fatigué, on est épuisé. Elle me dit non, chaque jour, c'est une victoire. Ouais. Un jour après l'autre. Un jour après l'autre. On dit pendant l'accouchement, c'est une contraction après l'autre. Et puis après l'accouchement, c'est un jour après l'autre. Ouais. C'est une éternelle bataille en fait, pour la femme. Hein, pour la femme. Parce que pour les hommes, je pense qu'à part la circoncision, bon, je ne sais pas trop c'est quoi la bataille suivante. Je plaisante. On va dire que c'est 2 types de batailles peut-être. Ouais. C'est pas les mêmes. Et est-ce qu'il y a des choses par rapport à la façon dont toi tu as été élevée, aux expériences que tu as vécues, où tu te dis que tu voudrais faire un peu différemment avec tes enfants? Oui, ce que je ferais peut-être différemment, c'est tout ce qui concerne, on va dire, l'extériorisation. Voilà, s'exprimer en fait. Je dis pas qu'on m'a empêché de m'exprimer, hein, absolument pas. Mais je pense que c'est un peu ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs, parce que comme je t'avais dit dès le départ, ça sera une sorte de thérapie pour moi d'extérioriser tout ça, ce qui s'est passé. Bon, sachant que c'est pas la fin du monde, hein, avec du recul, voilà, aujourd'hui j'en rigole, je souris, tout va très bien, Dieu merci. Et voilà, mais c'est important d'extérioriser ces sentiments tels qu'ils soient, peut-être pas dans l'extrême, hein. Voilà, mais je pense que c'est peut-être culturel aussi, à mon avis,
des fois de garder un peu ses émotions pour soi-même. Comme lorsqu'on dit à un garçon, non, les garçons ne pleurent pas. Ce sont les filles qui pleurent. Bon, c'est pas bien. Il faut pas banaliser pour moi ce genre de propos. De propos, tu vois. Il faut extérioriser tout ce qu'on a envie d'extérioriser parce que ça fait du bien après à l'âme, tout simplement. Et c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui ici. Donc, avec tout mon côté, on va dire, blague, je fais beaucoup de blagues, etc., de coups, tout ça. Je suis pas quelqu'un aussi qui m'ouvre beaucoup. Je suis assez réservée sur ce côté-là, donc je pense que beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast seront peut-être même choquées, à mon avis, même très choquées. Et voilà, donc c'est important de s'ouvrir un peu plus. Ouais, peut-être que c'est aussi beaucoup de pudeur qui font que les gens vont pas forcément aller raconter et tout ça, mais je pense qu'effectivement c'est important de... J'ai l'impression que quand une émotion, tu la verbalises et tu l'acceptes, après elle passe, alors que si tu la gardes à l'intérieur, en fait, tu vas juste accumuler des couches d'émotions dont tu sais pas quoi faire, et puis souvent ça finit par s'exprimer par de la colère, ou même des fois dans de la dépression, enfin des choses beaucoup plus graves, parce que tu as juste empilé des couches de choses que tu n'as jamais vraiment c'est exactement pu sortir, ça. en fait. C'est ça. C'est parfaitement ça. Et j'ai une dernière question pour toi. Quand tes enfants seront grands, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Que j'étais cool. La reine des blagues. Voilà. Tout simplement, que j'étais cool, que je les amenais en boîte, qu'on s'amusait à la plage, mais qu'on a travaillé très dur. Okay. Encore une fois, on ne peut pas dissocier les deux. Ma mère me disait pendant mon adolescence, à chaque fois, on ne peut pas attraper 2 lièvres à la fois. C'est-à-dire, c'était quoi les 2 lièvres? C'était les études et les garçons. C'était ça. Et du coup, je dirais la même chose à mes enfants. Travaillez, en fait. Travaillez. Amenez de bonnes notes et vous aurez tout ce que vous voulez, en fait. Donc, c'est un lièvre après l'autre. C'est un lièvre après l'autre, voilà. Ce qu'on a, c'est... Bon, c'est un peu à l'ancienne, hein, mais je suis très à l'ancienne. Ouais. Je l'assume. D'où les prénoms de mes enfants. On se moque de moi jusqu'aujourd'hui. C'est vrai, pourtant, c'est... En tout cas, Joseph, Paris 18e, Joseph, il y en a partout, hein. Catastrophe. Joseph, Léon, Gaston, on est dans la hype, hein. Ouais. Augustin. C'est ça. Et du coup, oui, lorsqu'on a ses diplômes, en tout cas, lorsqu'on a son bagage, en fait, je pense qu'on est libre après de tout faire. Faut sécuriser ce côté-là pour après faire autant de bêtises qu'on veut. Mais en tout cas, il faut sécuriser quelque chose dans la vie. C'est important. Ok. Merci beaucoup. Du coup, pour ta confiance, d'avoir partagé ce témoignage avec moi aujourd'hui et avec tous ceux qui l'écouteront aussi. J'ai beaucoup aimé notre échange et je pense que c'est aussi important d'avoir effectivement un point de vue sur des grossesses gémellaires, des accouchements prématurés, comment ça se passe ici, parce qu'on n'a pas forcément trop d'infos. Et il y a une question que je n'ai pas posée mais à laquelle je pense. Est-ce que tu as trouvé du coup des groupes un peu de soutien ou de conseils, parce qu'ici il n'y a pas vraiment d'association de mamans de jumeaux, enfin pas à ce que je sache. Comment tu as géré ce côté-là? Mais écoute, non, j'ai pas trouvé de groupe de soutien de ce type parce qu'effectivement, oui, déjà les gens ne s'expriment pas trop, donc de là à aller dans une association ou un groupe, etc. Donc ça se fait pas trop ici, on va dire. Du coup, encore une fois, bravo pour le podcast, pour tout ce que tu fais, parce qu'on en a vraiment besoin ici à Dakar. Donc chapeau pour tout ce beau travail. Et bon, ce qui se passe, c'est que moi, un mois et demi avant mon accouchement, ma cousine a également eu des jumeaux. Ok. Voilà. Bon, elle n'est pas passée par la case néonate, donc c'était un peu différent. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un soutien pour moi de lui parler, à me donner des conseils et tout. Voilà, donc j'ai eu ce côté-là. Sinon, après, oui, toutes les autres mamans, bien sûr, j'ai pu parler à d'autres mamans d'enfants uniques. Ouais. Voilà. D'enfants seuls, je crois comment on dit. De pas jumeaux, quoi. De pas jumeaux, voilà, c'est ça. Et oui, les mamans qui ont des enfants hyper rapprochés, ça n'a rien à voir avec les jumeaux. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on vit, ce n'est pas la même chose. Donc toi, t'as les deux, les enfants rapprochés et les jumeaux. Donc c'est comme ça. Tu pourrais peut-être créer une association. Oui, juste à moi seule. Je me parle à moi-même. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Et oui, un jour après l'autre,
tes jumeaux ont 3 mois et demi, donc on est encore vraiment dans le dur du sujet, on va dire. Et d'autant plus merci d'avoir pris le temps de venir, parce que je sais que dans ton organisation, ça devait être déjà un engagement. Merci beaucoup à toi, important. Alix. Vraiment, merci beaucoup. Et voilà, ça m'a fait du bien en tout cas de me confier. C'est vrai qu'on est juste toutes les deux là dans une pièce, mais on ne le sera plus dans très peu de temps, je pense. Mais voilà, merci pour ton écoute, ta bienveillance surtout, et pour tout ce que tu apportes aux mamans et aux femmes en général. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.